J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. C'est un vote historique ce lundi alors que le projet de loi sur l'immigration arrivait. Enfin à l'Assemblée nationale, une motion de rejet préalable a été adoptée. Alors de justesse quand même puisque ce sont 270 voix contre 265 qui ont rejeté le projet de loi porté par Gérald Darmanin. Une claque pour le Premier ministre qui a présenté sa démission que lui a refusé Emmanuel Macron. Alors ce projet de loi devait être discuté à l'automne 2022 et il n'a cessé d'être repoussé. Un an après, alors qu'il arrive enfin sur la table, amendé par le Sénat, une alliance inédite des partis d'opposition l'a donc rejeté le jour même de sa présentation en hémicycle. Pourquoi s'opposer à ce texte ? Que proposait-il et quelle perspective après cette déroute pour le gouvernement ? Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, appelle à la dissolution de l'Assemblée pour redonner le pouvoir au peuple. Et de son côté, l'exécutif entend convoquer une commission mixte paritaire pour imposer son texte. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Edwige Diaz. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour et merci pour votre invitation. Donc, je rappelle, vous êtes députée Rassemblement national de la 11e circonscription de la Gironde. Vous êtes conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Alors déjà, ce lundi, on l'a dit, il y a une alliance inédite qui a permis donc l'adoption de cette motion de rejet sur ce texte contre l'immigration. Comment vous l'expliquez alors pour bien que les auditeurs comprennent, il y a eu une alliance entre le Rassemblement national, les Républicains, mais aussi la France insoumise, pour des raisons complètement différentes, contre ce texte, contre ce projet de loi sur l'immigration. Oui, c'est ça. En fait, ce texte, finalement, ne satisfait personne. Parce qu'en matière d'immigration, on ne peut pas vouloir à la fois, en même temps, assouplir et durcir. Du côté de la gauche, on estime que ce texte est beaucoup trop dur. Et nous, au Rassemblement national, bien au contraire, nous considérons que ce texte est un texte dangereux pour les Français, qui ne correspond pas du tout à leurs attentes. Avant d'arriver chez vous, j'ai découvert un sondage CNews qui indiquait que 80% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration dans notre pays. Et ce texte visait précisément à créer de nouvelles filières d'immigration. Tout le monde a maintenant entendu parler de la question de la régularisation des travailleurs sans papier. Oui. Avec notamment les métiers sous tension et tout ça. Et alors justement, donc Elisabeth Borne dénonce une union sacrée entre la NUPES et l'extrême droite. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on entendra Madame la Première ministre faire preuve de mauvaise foi. Moi, je tiens à dire qu'il y a eu un premier texte qui est sorti du Sénat, un texte qui allait plutôt dans le bon sens, même si il permettait toujours la régularisation des travailleurs clandestins. Mais le texte issu de la commission des lois est vraiment un texte qui a été co-construit entre la Macronie et l'extrême gauche, où l'on crée donc davantage de filières d'immigration, où on a supprimé toutes les avancées obtenues par le Sénat, comme par exemple, le Sénat avait indiqué qu'on pouvait transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, aide médicale d'État qui, je rappelle, bénéficie à plus de 400 000 clandestins et coûte plus d'1 milliard d'euros par an aux finances publiques. Donc ça, alliance de la Macronie et de l'extrême gauche, ce principe tombe. La commission des lois fait aussi tomber le retour du délit de séjour irrégulier. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez être un clandestin, vous arrivez de manière clandestine sur le territoire national et vous n'êtes plus considéré comme quelqu'un ayant commis un délit alors que vous êtes rentré dans notre pays en violant ces lois. Et il y a tout un tas de propositions, par exemple sur les étudiants. On avait demandé à ce que les étudiants étrangers qui viennent poursuivre leurs études en France, ça concerne presque
90 000 étudiants par an, on avait demandé à ce qu'ils aient des frais d'inscription un petit peu plus chers que les étudiants français. On avait aussi demandé qu'ils déposent une caution, parce que vous savez, il y a beaucoup de dérives dans cette nouvelle filière d'immigration, c'est-à-dire que des personnes viennent dans notre pays en disant qu'elles sont étudiantes, or aucune vérification n'est réalisée, c'est-à-dire on ne sait pas s'ils suivent vraiment les cours, on ne sait pas s'ils partent vraiment en examen, on ne sait pas non plus s'ils redoublent 3 fois leur première année et finalement ils ne repartent jamais dans leur pays. Donc en fait, toutes ces mesures qui allaient dans le bon sens ont été détricotées par l'Assemblée nationale et là, ça n'a pas empêché Madame Borne donc de co-construire un texte entre les macronistes et l'extrême gauche. Et bien alors justement, parce que vous parliez du en même temps, notamment ce en même temps, ça permettait de tout diluer, de tout finalement de diluer, de taire l'opposition. Et là, on a l'impression justement que c'est la fin du en même temps parce que personne n'est content et donc tout le monde s'oppose à Emmanuel Macron. Oui, et je pense que malgré les annonces, malgré la commission mixte paritaire qui va avoir lieu, en fonction si elle est conclusive ou pas conclusive, je pense que de toute façon, la majorité n'arrivera pas à avoir un consensus sur ce texte, sauf si les députés de la majorité rentrent dans le rang, finissent par avaler leur chapeau, c'est-à-dire si tous ceux de l'aile gauche acceptent de voir le texte durci et si tous ceux de l'aile droite acceptent de voir des assouplissements sur ce texte. Donc moi, je pense que la majorité s'honorerait, pour une fois, à prendre acte de sa défaite, à prendre acte de son échec, et la majorité devrait retirer ce texte et faire comme Marine Le Pen le propose depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire proposer aux Français la tenue d'un référendum pour qu'ils puissent enfin et pour la première fois se saisir de ce sujet éminemment important, ou alors Marine Le Pen a indiqué, et d'ailleurs c'était l'objet de la question au gouvernement que j'ai posée hier en hémicycle, Rien n'oblige le gouvernement à proposer un texte qui fait du en même temps. C'est-à-dire qu'il veut à la fois proposer quelques mesurettes pour expulser les délinquants étrangers et en même temps créer de nouvelles filières d'immigration. Donc nous, hier, nous avons déposé un texte visant à permettre uniquement l'expulsion de délinquants étrangers, c'est-à-dire sans le corréler à une création de filière d'immigration. Monsieur Darmanin, avec la mauvaise foi qui le caractérise et puis la fébrilité dont il a fait preuve hier suite au camouflet qu'il a encaissé, a indiqué que cette voie ne l'intéressait pas. Donc écoutez, je pense qu'avec les macronistes, il n'y a vraiment plus rien à espérer. Et moi, il me tarde qu'une chose, c'est que les Français puissent enfin se saisir de cette question en 2027, à l'élection de Marine Le Pen. Mais alors aussi, peut-être que l'Assemblée nationale va changer, on va en parler, mais Edwige Diaz, je voulais revenir sur l'exécutif qui donc maintient son projet de loi et tente de le sauver en convoquant notamment une commission mixte paritaire. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et quelles vont être les suites de cette commission Alors, une commission mixte paritaire, donc autrement dit une CMP, c'est un conclave qui réunit 7 députés et 7 sénateurs en fonction de leur répartition dans l'hémicycle, c'est-à-dire en fonction de leur poids politique dans leurs hémicycles respectifs. Donc nous, au Rassemblement national, nous disposons d'un siège à cette CMP. Bon, donc là, il y aura un certain nombre d'heures de débat. Et puis, il y a 2 solutions, en fait. Où la CMP est conclusive, c'est-à-dire ce groupe de 14 parlementaires s'est mis d'accord et le texte revient devant les 2 assemblées qui doivent le voter en des termes identiques. Et donc là, rien n'est moins sûr, puisque même si la CMP est conclusive, le texte risque d'être retoqué, par exemple, à l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions, ou l'exécutif retire le texte, ou sinon il repart dans un parcours législatif. En fait, c'est un jour sans fin. Ou alors, la CMP n'est pas conclusive. Et là, du coup, tout se complique encore davantage pour l'exécutif. C'est pour ça que je dis que si l'exécutif voulait pour une fois s'honorer et pour une fois entendre ne pas piétiner le Parlement et pour une fois être à la hauteur des attentes des Français, il devrait retirer ce texte. Et alors, est-ce que aussi Gérald Darmanin doit démissionner? Parce qu'il aurait présenté sa démission et Emmanuel Macron aurait refusé. Est-ce qu'il doit démissionner, Gérald Darmanin, aujourd'hui? Écoutez, oui, alors... Moi, je le souhaite. Il n'aurait pas dû partir depuis longtemps. Oui, voilà, c'est ça. En fait, monsieur le ministre d'Intérieur et surtout le ministre du fiasco.
c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il parte depuis un certain nombre de mois ou d'années maintenant. Je rappelle quand même que c'est le ministre qui nous avait promis de nous protéger de l'islamisme radical alors qu'il a été incapable d'expulser l'imam frériste Iqwisen. C'est le ministre qui est quand même en charge de notre sécurité et qui, au moment du Stade de France, ne trouve rien de mieux à faire que d'accuser les Anglais. C'est celui qui nous avait dit qu'il nous protégerait de l'invasion migratoire et qui a laissé débarquer les migrants à Toulon, les migrants de l'Ocean Viking, qui finalement se sont évaporés dans la nature. Et puis c'est aussi le ministre qui voit un certain nombre de nos compatriotes tomber sous les lames du terrorisme islamiste. Donc oui, M. Darmanin aurait eu sans raison de démissionner depuis qu'il est en poste. Malheureusement, il ne le fait pas. Vous savez, après, si c'est remplacé M. Darmanin par un M. Darmanin bis, ça ne changera pas grand-chose. Nous, ce que nous souhaitons au Rassemblement national, c'est qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale pour que le Rassemblement national devienne majoritaire et que la France bénéficie enfin d'un gouvernement RN qui pourrait tout à fait être dirigé par Jordan Bardella. Et bien justement, la transition est toute faite. Vous me dites donc au lendemain de l'adoption de cette motion de rejet, Jordan Bardella, donc président du parti Rassemblement national, a appelé à la dissolution de l'Assemblée nationale. Je cite, l'un des moyens de revenir au peuple qui est une démocratie. Le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, a-t-il déclaré. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr, comme nous avons appelé à la dissolution de l'Assemblée nationale au moment de la réforme des retraites. Après le déclenchement, un de plus, du 49.3, là aussi, nous appelons à la dissolution de l'Assemblée nationale parce que le Parlement est dans un état de blocage et puis surtout, le gouvernement méprise le Parlement en dégainant les 49.3 de manière successive et le gouvernement méprise aussi le peuple en n'écoutant pas ses revendications. Donc oui, à un moment donné, on ne peut pas avoir un président de la République qui ne cesse de gouverner contre son peuple. Et je pense en effet que dans une démocratie saine, comme le dit Jordan Bardella, une dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas un gros mot et le gouvernement s'honorerait à rendre la parole au peuple. Et alors lui, il s'est dit prêt à assumer la fonction de Premier ministre de cohabitation s'il y a une potentielle dissolution. La cohabitation, c'est une perspective crédible, souhaitable. Oui. En tout cas, nous, au RN, nous assumerons nos responsabilités. Le jour où les Français décideront de nous confier les clés du pays, je le dis à ces Français, vous ne le regretterez pas. Regardez déjà, à chaque fois que nous gagnons une mairie RN, les habitants de la commune nous font confiance et réélisent le maire généralement au premier tour. Et là, ce qui s'est passé en juin 2022 avec l'accession à l'Assemblée nationale de 88 députés, eh bien aujourd'hui, je crois pouvoir dire que le groupe RN présidé par Marine Le Pen est le groupe parlementaire qui bénéficie de plus d'opinion politique par rapport aux autres groupes parlementaires. Ça veut dire que quand on confie des responsabilités au RN, eh bien le RN s'en montre digne, travaille sérieusement. Nous sommes par ailleurs le groupe le plus assidu à l'Assemblée nationale, le groupe le moins sectaire, c'est-à-dire nous votons tout ce qui va dans le bon sens dès lors. Ce n'est pas toujours le cas de la France insoumise. Ah, mais c'est jamais le cas des autres groupes politiques. Et donc je pense que les Français nous reconnaissent ce sérieux et puis surtout cette cohérence et ce courage politique qui manque tant à nos concurrents. Et alors vous pensez que vous pouvez gagner l'Assemblée nationale si demain il y a des élections, des nouvelles élections législatives? Je le pense parce que... Vous êtes à 88 députés actuellement. Oui, c'est ça. Nous sommes à 88 députés actuellement, ce qui est déjà historique. Je précise que nous avons perdu environ 90 circonscriptions à plus de 40%. Je précise aussi que de plus en plus de personnes ont envie de voir Marine Le Pen accéder à l'Élysée. Je précise aussi que Jordan Bardella est donné en tête des intentions de vote au moment des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Donc tout ceci contribue à créer un climat de dynamique à l'inverse de nos concurrents. Je crois avoir vu un sondage passer hier qui classe les personnalités politiques préférées des Français. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont très haut classés dans cette étude, alors que les responsables de la France insoumise dégringolent. Donc oui, il y a une prise de conscience de la part de nos compatriotes que le RN est un parti sérieux, est un parti de gouvernement et surtout que nous sommes prêts à gouverner. Parce qu'il vous faut donc combien de députés pour avoir l'Assemblée nationale? Il nous faudrait 289 députés. Moi, je pense qu'on peut
on peut espérer, oui, les avoir. En tout cas, je lisais un article de presse hier qui disait que s'il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, il y aurait au moins 200 députés RN. Moi, j'y crois, et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nos candidats feront une grande campagne, une campagne de terrain, et puis tous les députés seront bien sûr les chevilles ouvrières de cette prochaine campagne des élections législatives. Et je pense en effet qu'on peut avoir une bonne surprise. En tout cas, si les Français le souhaitent, nous serons au rendez-vous. Mais vous pensez qu'Emmanuel Macron peut le faire, que c'est une hypothèse crédible ? Alors ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale, parce que si le RN arrive avec plus de 200, 250 députés, voire peut-être même la majorité, forcément, ça veut dire qu'il y a des groupes politiques qui vont perdre des sièges. Et quand je vois le niveau de détestation que les Français apportent à Emmanuel Macron, de manière tout à fait légitime par ailleurs, je me dis que bien sûr, la Macronie perdra des députés au passage, et elle risque d'en perdre beaucoup. Et donc évidemment, Emmanuel Macron préfère gouverner contre le peuple plutôt que de lui redonner la parole. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron a peur du peuple et ne se verrait pas présider un pays alors que le Parlement lui serait particulièrement hostile. Alors, merci Edwige Diaz. Je rappelle, vous êtes députée Rassemblement National de la 11e circonscription de la Gironde. Vous êtes conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine. Vous étiez évidemment là pendant ce texte de loi sur l'immigration. Puis, je voulais revenir avec vous une minute sur ce qui s'est... Vous êtes rendu à Calais ce 6 décembre avec votre collègue Johan Gillet. Oui. Pourquoi vous avez voulu aller à Calais ? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Avec mon collègue Johan Gillet, donc député du Gard, mais aussi Marc de Florian, qui est conseiller municipal RN de Calais. Nous sommes tous les trois des élus de terrain. Et donc il était important pour nous de nous rendre sur place pour constater les ravages occasionnés par l'immigration massive et clandestine. Moi, j'accuse l'extrême gauche, les partis politiques d'extrême gauche, mais aussi les associations immigrationnistes qui vendent du rêve à ces migrants en leur disant que nous avons de la place pour eux, que nous avons les moyens de nous occuper d'eux. Ça n'est pas vrai. Moi, j'ai vu des personnes qui vivent dans des conditions de dénuement le plus total. Et donc oui, je considère que ces élus et que ces associations, grassement subventionnées par l'État par ailleurs, ont une responsabilité, tiennent un discours humaniste, mais en définitive le seul humanisme qui est juste dans cette période, c'est de dire aux personnes, écoutez, nous n'avons plus rien à vous offrir, donc restez chez vous, parce que si vous arrivez en France, vous allez déjà mettre votre vie en danger, et surtout vous allez vivre une vie que personne ne souhaite avoir. Donc, élu à la fois à l'Assemblée nationale et puis sur le terrain. Merci Edwige Diaz. Puis merci à vous. On continuera de suivre cela avec vous, et puis peut-être s'il y a une dissolution, on vous réinvitera si vous êtes toujours député. En tout cas, on ne se fait pas de soucis là-dessus. Merci à vous. Merci beaucoup.